Alors, le triangle de Karpman, c'est un triangle dramatique avec trois rôles qui sont possibles. Il y a la victime, le persécuteur et il y a le sauveur. Ça, c'est la définition et le fonctionnement du triangle de Karpman. Et surtout, il faut savoir comment sortir de ce jeu psychologique malsain. Le triangle de Karpman, c'est donc un jeu psychologique et ça se passe entre des personnes qui jouent chacune l'un des rôles suivants. La victime, le persécuteur et le sauveur. Chacun adopte un comportement, parole et action qui caractérise son rôle propre. C'est malsain, hein, clairement. Les agissements deviennent habituels et codifiés et apparaissent finalement naturels et déclenchent automatiquement, quelle que soit la situation ou presque. Autrement dit, chacun adopte un comportement de réflexe type au lieu d'exprimer ses idées et ses émotions réelles. C'est ça. Dès lors, quand le triangle de Karpman s'installe, la communication relationnelle n'est plus basée sur des faits ni sur leur lecture objective. Elle repose sur la posture symbolique, le rôle qui est adopté par chacun avec des motivations cachées non dites. Donc la relation entre dans une spirale négative et potentiellement ça peut amener des conflits sans pouvoir aboutir à une solution autre qu'un jeu dramatique. Et c'est là justement qu'il faut en prendre conscience et qu'il faut savoir en sortir. C'est entre guillemets un synonyme de manipulation parce que ce jeu psychologique engendre des phénomènes de répétition et si on n'en sort pas, eh bien ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 2 heures, 3 mois, 10 ans ou voire même toute une vie. Ça veut dire que vous pouvez mettre des motifs sur les mots d'eau en dessous, hein? C'est vrai. Les trois rôles du triangle de Karpman sont totalement différents. Vous avez dans le triangle dramatique chacun des protagonistes qui prend au départ l'un des trois rôles complémentaires. La victime, le persécuteur, le sauveur, comme je vous disais tout à l'heure, et parfois jusqu'à la caricature. Et ce, sans en avoir vraiment conscience le plus souvent. Donc, bien souvent, il y en a un, ou voire même les trois, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil qui me dérange. Vous avez d'abord la posture de la victime, qui est la plus facilement identifiable et la plus connue dans ce triangle. Par exemple, vous avez les caractéristiques de la victime qui sont bien souvent les suivantes. Elle endosse le rôle parce qu'elle ressent de l'impuissance et de l'irresponsabilité. Elle met en avant sa faiblesse face au persécuteur et elle adopte une posture où on doit l'aider. Cela peut aller jusqu'à apitoyer l'autre, c'est-à-dire le sauveur. La victime s'appuie ainsi sur la responsabilité des autres pour résoudre une situation et pour aussi résoudre son mal-être. D'une part, elle pointe la responsabilité du persécuteur, qui est à l'origine bien évidemment de son mal-être, et d'autre part, elle place le sauveur en position de responsabilité de devoir l'aider. Donc, quelque part, elle veut absolument être sauvée par l'un. Elle se sent inférieure et elle se sent rabaissée par l'autre. La victime adopte bien souvent les comportements
suivant. Elle se plaint de la situation dont elle n'est pas responsable. Elle ne se donne pas les moyens de réussir par elle-même, donc elle n'essaye pas d'en sortir par elle-même. Elle rejette la responsabilité sur les autres. Elle demande de l'aide avant de chercher des solutions par elle-même et elle n'exprime pas de demande claire. On ira voir dans ton dossier. Je mettrai des lunettes. En résumé, donc, la victime joue bien son rôle et elle sait attirer l'attention, amenant à elle le sauveur qui veut bien la sauver. Son côté un peu Calimero, en disant oui, c'est trop injuste, blablabla, peut être d'une redoutable efficacité. Et en fait, au bout du compte, la victime peut se révéler comme vraiment dépendante des autres. C'est ça, exactement, Caro. Le rôle du persécuteur, eh bien, c'est le méchant, c'est le bourreau. Il domine l'autre, il le fait souffrir par sa névrose pour canaliser ses propres colères, ses propres douleurs, ses propres souffrances. Et par ses paroles et ses actions, le persécuteur impose ses vues tel un justicier et un donneur de leçons. Son attitude, elle est complètement rigide et il adopte une position supérieure. Donc, il est toujours au-dessus de la victime. Forcément, s'il n'est pas au-dessus, ça ne marche pas. Il dévalorise, critique et révèle le négatif et il humilie la personne. Il contrôle et il veut contrôler et il cherche l'erreur. Il agit avec une autorité, édicte les règles, c'est lui qui décide des règles et des normes excessives. Il va pousser à l'erreur et à la faute. Et il s'exprime toujours par la colère ou avec un ton autoritaire. C'est ça. Mais c'est le tout, comme je disais, c'est d'en prendre conscience. Parce que ça peut aller très vite, ça peut durer très longtemps, comme on peut s'en rendre compte très vite et couper court. Mais en entendant, pendant un certain temps, ça peut être vachement compliqué. En résumé, donc, le persécuteur, tout est de la faute de la victime, qui est la seule responsable de la situation. N'oubliez pas que pour la victime, la situation dans laquelle elle se trouve est due au persécuteur. Vous avez après le rôle du sauveur, qui lui arrive sur son cheval blanc, tel un ange, un sauveur qui vole. Il vole au secours de la victime pour la sauver. Sa croyance et comment, pour lui, les autres sont des personnes plus faibles. Et il dit, je suis là pour aider les personnes. Le sauveur croit avoir le beau rôle, mais attention, le sauveur est lui aussi dans la manipulation. En effet, il entend sauver autrui, même quand celui-ci n'a rien demandé. Donc, en fait, il s'impose euh, à la victime en tant que sauveur. Exactement, Caro. Aucun des trois rôles n'est bon. Après, le rôle de la victime, elle n'est pas vraiment responsable. À partir du moment où elle prend les choses en main et qu'elle essaye de s'en sortir, c'est pas le fait d'aller vers quelqu'un, d'en discuter, demander l'avis d'autrui pour s'en sortir que c'est quelque chose de mauvais. Je suis éternuée. Oh, excusez-moi. C'est vraiment le fait que, elle ne veut rien faire pour s'en sortir, c'est ça le problème, parce que, elle va jouer de son infériorité. C'est ça, exactement Caro, c'est ça.
Et c'est là que le sauveur va se sentir coupable ou fautif s'il ne vient pas, merci Stella, s'il ne vient pas aider l'autre. Il agit sur sa bonne conscience et son propre bien, et parfois même au détriment de la victime. Autrement dit, celui qui endosse l'habit du sauveur cherche à se rendre indispensable auprès des autres et il en trouve un bénéfice. Par exemple, pour lui, c'est un sentiment d'être utile. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'aime bien aider autrui, etc. Oui, moi aussi j'aime bien aider autrui. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès, justement. On peut proposer des solutions, aider les autres, écouter les autres, sans pour ça s'imposer. Si l'autre personne n'a pas envie de venir discuter avec vous ou de venir exprimer ses problèmes ou son ressenti, ou voilà, euh, oui, c'est ça exactement, Caro, et vice-versa. C'est pas grave, Marion. Donc, sans s'en rendre compte, ce qui se passe, c'est que le sauveur, il adopte une posture de supériorité par rapport à la victime. Donc, il la domine, encore une fois. Et bien souvent, il pense, il parle, il agit à la place de l'autre, donc à la place de la victime. Ce qui réduit bien évidemment l'autonomie et les responsabilités de l'autre. Parce que en voulant faire tout pour l'autre personne, bah, l'autre personne n'a plus rien à faire. En fait, la victime, elle n'a plus qu'à se tourner les pouces et à regarder les choses se passer. Et du coup, bah, c'est un peu facile de faire ça comme ça. Donc, il faut apprendre à s'en sortir tout seul, tout en discutant avec autrui et en voyant si les solutions qu'on apporte, elles sont bonnes, etc., si ça peut aider l'autre, sans pour autant tomber dans l'excès. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que je vous disais encore, moi? Je ne sais plus où j'en étais. Hum, 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 hum. Je vais vous parler, je pense que j'étais en train de vous parler du sauveur. Le sauveur, il aide sans qu'on lui demande. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. Il parle ou agit toujours sans avoir les compétences ou les moyens d'aider. Il pense, il dit ou fait à la place de l'autre. Il fait pour la plupart sa part du travail. Donc, du coup, l'autre n'a plus rien à faire. Et il ne tient pas compte de l'autonomie, de la responsabilité et des capacités des autres personnes. Coucou Méphisto. Donc, en fait, entre guillemets, il mâche tout ce que la victime peut faire toute seule. Après, le fait d'encourager quelqu'un, d'essayer de lui donner des solutions, de l'aider, etc., c'est pas mauvais. C'est à partir du moment où vous faites les choses pour l'autre personne. Je vais vous donner un exemple très concret ici. Il y a un mois et demi, coucou ma petite Angel. Euh, D'ailleurs, Méphisto, j'espère que tu vas mieux parce que je me suis laissé dire hier, je pense que j'ai vu que tu n'allais pas trop bien. Donc, j'espère que tu vas bien. Et n'hésite pas, d'ailleurs, si tu as besoin de venir en parler. Euh, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a quelques mois, on discutait avec Stella de sa situation assez compliquée. Donc, on a discuté en MP, elle m'a expliqué et tout, et je lui ai dit, bah écoute, moi je veux bien regarder, je suis à un PC, donc j'ai plus facile, donc j'ai regardé dans quelques logements pour elle, je lui ai envoyé. Après, le reste, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui a regardé les prix, si le lieu lui convenait, si l'appartement ou la maison lui plaisait, etc. Donc, je lui donnais un coup de main. Après, c'est elle qui a pris ses décisions, tout simplement. Donc, j'ai voulu lui donner. Oui, c'est ça.
J'ai voulu lui donner un coup de pouce, mais c'est pas pour ça que je voulais prendre les décisions à sa place. C'est elle qui a décidé de soit aller voir ou de ne pas y aller parce que ça ne correspondait pas à ce qu'elle voulait, etc. Donc, c'est ça le fait. C'est ça. C'est vraiment guider la personne et ne pas le faire à sa place. En résumé, le sauveur prend en charge la victime plus qu'il ne faut, une posture qui a des effets quand même pernicieux, qui entre dans le registre de la manipulation. D'une part, le sauveur réduit l'autonomie, la responsabilité et la liberté d'action de la victime. D'autre part, le sauveur se décentre de lui-même et se détourne de ses propres problèmes. C'est un jeu psychologique à deux ou voire à trois, voire plus. Si une personne commence à endosser un rôle, elle peut conduire l'autre à jouer le rôle complémentaire. Après, une fois que la porte elle est ouverte et que ça commence, eh bien, on ne s'en sort plus. Si par exemple la personne A se met en position de victime, elle peut placer la B, donc par exemple son patron, son conjoint, son ami, en persécuteur ou en sauveur. De même, si la personne A prend position du sauveur, elle peut mettre le B en victime ou en persécuteur. On entre alors dans un schéma de manipulation. Sans oublier qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être, même si elle en dit l'inverse. Exactement. Alors, ce jeu psychologique est donc manipulatoire, bien évidemment, de façon inconsciente, et il est difficile de savoir qui a commencé, à l'instar de la poule et de l'œuf. Donc, à partir du moment où la machine, elle se met en route, ben, en fait, on ne peut pas vraiment savoir qui a commencé avant. Et si on donne les clés et que la personne n'ouvre pas la porte, alors basta. Oui, c'est ce que j'ai déjà expliqué plein de fois quand on a plusieurs portes. C'est comme quand je vous fais un tirage, hein. Quand je vous fais un tirage, je vous donne les clés, entre guillemets. Si vous n'utilisez pas ces clés, bah, ça sert à rien. Quand on vous donne un conseil, bah, si vous l'utilisez, tant mieux. Si vous l'utilisez pas, tant pis. Mais c'est comme ça. Comme j'ai été le sauveur du père de Kylian, mais que j'ai fait stop au bon moment. Exactement, Lolo. Mais lui, il serait devenu le persécuteur très vite. Très très vite, il serait devenu le persécuteur parce que il avait pris un ascendant sur toi directement. Il me connaissait pas plus que ça. Et c'était au moment où Lolo devait déménager de la Corrèze en venant par ici. Eh bien, tu as bien raison, Mario. Eh bien, il disait déjà: «Ah oui, mais on va faire des soirées barbecue, blablabli, bla.» En fait, il passait déjà au-dessus de la tête de Lolo et il ne me connaissait pas. J'ai l'impression de répéter ce que je dis en formation à tout bout de champ. Ben voilà, c'est ça. Donc, le triangle de Cartman peut s'instaurer avec deux personnes. L'une sera la victime et l'autre le persécuteur. Et cela peut être dans les relations professionnelles, dans les relations personnelles, donc relations amoureuses, couple, amis, hiérarchie, collègues, etc. Le problème, c'est que on peut se retrouver avec un jeu à trois. Et ce jeu psychologique peut également évoluer avec une troisième personne. Par exemple, dans le cas d'un harcèlement moral au travail, le persécuteur peut être par exemple le manager et la victime, le collaborateur, et le sauveur peut être un collègue ou un responsable syndical ou un avocat. Voilà. On peut même aller encore plus loin.
parce que il peut se greffer à ce trio-là une quatrième personne, voire davantage, une victime qui peut avoir plusieurs persécuteurs, plusieurs sauveurs, et dans une équipe ou un groupe, eh bien, il peut exister différents triangles en même temps. Dans cette situation-là, Lily, il y a ceux qui emportent les choses aussi. Il y en a qui empirent vraiment les choses, ça clairement. Le coup de théâtre, c'est quand chacun a une position privilégiée dans ce triangle. La victime, le persécuteur et le sauveur. Et ça, c'est le moment où les protagonismes vont changer de rôle. On assiste alors à un mouvement de position. Et ça peut arriver. Le sauveur peut devenir la personne harcelée ou devenir la victime. La victime peut devenir le persécuteur et le persécuteur devenir le sauveur. Donc voilà, donc c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à, à comment on place ses pions. Il y a plusieurs façons de s'en sortir quand ça arrive. Il faut prendre conscience du jeu psychologique. La première étape, c'est de repérer l'existence d'un malaise ou de prendre conscience que la relation est malsaine. Deuxièmement, identifier le rôle de chacun, connaître le fonctionnement et les trois rôles de ce triangle. Les questions à se poser sont les suivantes. Quel est le rôle, quel est mon propre rôle, victime, persécuteur ou sauveur? Quels sont ceux des autres? Quelles sont les paroles et le comportement qui caractérisent chacun rôle? Et quelle est ma part de responsabilité dans ce jeu? Depuis tout à l'heure, j'écoute. Ça doit sûrement te parler. Il faut savoir aussi identifier les interactions et leurs effets qui sont contre-productifs, voire même toxiques. La troisième étape, c'est d'analyser les interactions. Il faut vraiment regarder les effets pénalisants. Les effets pénalisants pour vous-même, mais aussi pour les personnes qui sont avec vous. Dans le groupe, dans les deux, dans les trois, voire quatre, cinq, parce que ça peut être plusieurs. Prends des notes. Ça sera mis dans le Discord de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et l'étape 4, c'est sortir de ce jeu psychologique. Une fois que la situation est décryptée, vous avez plusieurs solutions pour sortir de ce triangle. Ignorer le jeu, ça c'est la première chose. Ignorer le rôle tenu par autrui est une solution à risque. Le partenaire peut tomber dans l'escalade, avoir des comportements de plus en plus excessifs et un persécuteur peut par exemple redoubler de persécution. En tout cas, dans le premier temps toutefois, n'ayant plus de prise, il peut lâcher le jeu psychologique. Il se peut qu'une personne joue les trois rôles. Qu'elle joue le rôle de la victime et du persécuteur et du sauveur. De quelle manière, Véro? Alors oui, une personne peut être un persécuteur pour une, elle peut être une victime pour une autre et elle peut être un sauveur pour une autre. Je vous donne un exemple de ma propre vie personnelle, même si elle n'est pas comme ça. Je suis la victime, voilà, d'accord? Je suis la victime parce que par le passé, j'ai vécu avec un pervers narcissique.
Donc, on peut voir que c'était mon persécuteur. Et après, j'ai connu mon mari, donc Olivier, et on peut le voir comme étant, entre guillemets, un sauveur. Sauf que c'est pas le cas, hein. Mis comme ça, c'était pas le cas. Mais je vous donne un exemple avec ma propre vie, c'est plus facile pour moi. Eh bien, j'aurais pu devenir, dans ce cas-là, le sauveur de mon mari aussi, et il aurait pu devenir le persécuteur de mon ex. C'est ça. Ça va être surtout une plaque tournante. Un coup, elle sera sauveur, un coup persécuteur, un coup victime. C'est ça. Voilà, c'est ça. Le pervers modifie son rôle selon ses interlocuteurs. C'est vraiment ça. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Oui, à tour de rôle, sans forcément se rendre compte sur le moment, mais en prenant du recul. Oui, tout à fait, Véro. Alors, quand vous allez ignorer le jeu, ce qui va se passer, c'est que soit il va vous persécuter encore plus, donc quand on parle de victime et persécuteur, soit il va lâcher prise et il va vous laisser partir. Ça peut être compliqué, hein, parce que le pervers va revenir et réessayer. Et quand il va voir qu'il n'arrive plus du tout à avoir de poids sur vous, c'est fini. Jouez le jeu en descendant d'un cran. Il s'agit pour vous de jouer plus doucement votre rôle, d'être progressivement moins la victime, moins persécuteur ou moins sauveur. Cela peut avoir l'effet de sortir l'autre du jeu en douceur, par protection ou par destruction. Ça peut être les deux. Mais oui, bien souvent, c'est par destruction. Protection aussi, hein. On peut vouloir absolument protéger l'autre, donc oui. Ou alors, il y a le contraire. Vous faites monter la pression pour amener l'autre à casser le jeu psychologique et sortir de son rôle. Vous pouvez également monter d'un cran l'intensité de votre rôle pour dépasser le point de rupture. Autrement dit, vous rentrez dans la caricature du rôle, pourquoi pas avec le registre de l'humour. Mais ça, c'est seulement quand on s'en rend compte. Et d'ailleurs, je vais vous citer une situation que j'ai vécue. Mais dans quel contexte le sauveur, il persécute? Alors, le sauveur, il persécute, c'est quand il fait tout à la place de la victime et qu'il ne la laisse pas faire d'elle-même. Donc, il peut proposer des clés, il peut proposer d'aider, sans pour ça le faire à la place de la victime. La victime doit s'en sortir toute seule. Elle doit prendre conscience que le persécuteur la persécute et qu'elle doit sortir de ce rôle. Donc, il peut l'aider, il peut lui donner des solutions, des clés, etc., lui donner des conseils, mais où ça commence à devenir scabreux, c'est quand il prend la place de la victime et qui fait les choses à sa place. Là, ça ne va pas. Et du coup, il devient supérieur à la victime. Et du coup, entre guillemets, il devient aussi un genre de persécuteur. Et je vais vous donner un exemple. Pendant un temps, j'ai eu des personnes autour de moi que je pensais, certains vont comprendre tout de suite, hein, que je pensais être vraiment mes amis, des bonnes personnes, des personnes qui agissaient pour mon bien et qui me donnaient des conseils pour mon bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des petits trucs qui m'ont dérangée.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué dans le sens du poil, à caresser, comme on dit, dans le sens du poil, et j'ai observé. J'ai observé très longtemps. Et quand il y a eu, quand la personne a eu le malheur de mettre le pied de travers, toi, Lolo et Caro aussi, quand les personnes ont eu le malheur de mettre leur pied de travers, je suis tombée dessus. Et une fois que j'ai serré, c'est terminé. Une fois que j'ai compris vraiment la façon dont la personne entre en jeu, je ne sais rien, je ne dirai rien. Non, mais tu sais quand même. Euh, à partir du moment où je me rends compte comment fonctionne la personne, je ne dis rien. Je laisse faire la personne. Et je vais la laisser aller, mais jusqu'où elle peut aller. Et une fois qu'elle va se sentir en confiance et qu'elle va mettre son pied de travers, clac, c'est terminé. Si la personne est persécutée depuis l'enfance, comment se rend-elle compte qu'elle l'est? Pour elle, c'est une situation normale? Non, elle ne connaît rien d'autre. Exactement, Véro. Exactement. Et ça, je peux te parler en connaissance de cause parce que c'est vrai. Et bien souvent, ces personnes-là, quand elles se marient ou qu'elles se mettent en couple, elles reproduisent la même erreur dans le sens où elles voient leur compagnon ou mari, etc., comme un sauveur. Et bien souvent, quand elles le choisissent, ce sont des persécuteurs. Et ça, je te parle en connaissance de cause. On s'en rend compte lorsqu'on croise de nouvelles personnes saines, mais parfois, ça peut prendre du temps. Exactement, Angel. Après, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous disent ouais, attention au comportement de la personne là. À vous, si vous ressentez que cette personne qui vous dit ça, elle ne vous dit pas dans la méchanceté, hein, juste pour vous prévenir, eh bien, on dit ah, mais oui, je vais surveiller. Et on regarde ce qui se passe. Et on prend compte si au fond de nous, ce que la personne nous a dit nous fait écho. Si ça nous fait écho, eh bien, on regarde et on voit comment ça se passe. Et alors, on peut mettre en sorte pour que cette façon de procéder se casse. Je l'ai fait, certains ont été modérateurs ici. C'est ça, exactement, c'est ça, Angel, exactement. Donc, du coup, quand on peut voir cette situation, eh bien, on arrive à sortir de ce critère. Et ça peut être que bénéfique et ça peut vraiment vous aider. Faites attention quand même si vous êtes victime. Non, je ne parle plus au jour d'aujourd'hui. Je parle dans le passé. Si tu es les trois rôles, comment s'en sortir? Aucun rôle n'est bon finalement. Non, il faut n'adopter aucun rôle. Il faut être toi et sortir de ça, tout simplement. Il faut arrêter d'être la victime. Il faut dire stop. Il faut arrêter de persécuter une autre personne. Que comme tu es victime, tu veux persécuter quelqu'un parce que ton mal-être, tu le fais ressortir sur quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'autre paye les pots cassés. Et arrêter de vouloir sauver une personne. Arrêter oui, de vouloir sauver une personne parce qu'il faut d'abord se sauver soi-même. C'est ça. C'est vraiment ça, Véro. C'est vrai, Caro, c'est vraiment ça. Chercher des relations gagnantes, être authentique, assumer ses choix et se sortir les doigts du huc.
Après, sortir d'une relation de manipulation, je sais que c'est compliqué. Quand on est victime et que on vit une relation avec un pervers narcissique persécuteur, je sais que c'est compliqué. Mais avec des clés, avec des coachs, vous savez, Tony, qui peut aider dans le cas de figure, avec des coachs, etc., eh bien, ces personnes-là peuvent mettre les doigts sur certaines choses et vous faire comprendre. Après, c'est à vous à voir qui sont ces personnes et à les virer. De toute façon, chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est toujours bonne à prendre. Chaque choix personnel n'est jamais mauvais. Vous avez fait ce que vous pensiez juste au moment où vous l'avez fait. Et n'en veuillez pas aux gens qui vous voient vous enfoncer dans une mauvaise situation et qui s'éloignent de vous pour se protéger. Oui, aussi. Mm. C'est ça, je suis d'accord. Déjà, il faut virer les personnes. Après, Stella, certaines, tu ne vois pas tout de suite. Alors, la solitude, il y a solitude et solitude, hein. Euh, Être vraiment seul, je ne suis pas sûre et certaine que on soit fait pour être seul. On est fait pour être accompagné avec des bonnes personnes et on doit se servir de notre propre vécu pour vivre quelque chose d'autre. Parce que, après tout, c'est une évolution, c'est une leçon, la vie est une leçon. Exactement, Angel, c'est tout à fait ça. Exactement, je suis d'accord aussi avec Caro là-dessus. Après, je vous dis, la solitude, c'est bien, oui, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Il faut quand même avoir des relations avec autrui, des relations sociales. Coucou David, c'est ça, exactement, Angel. Il faut être avec des personnes qui vibrent comme nous. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très fière de ma communauté parce que bien souvent, vous vibrez dans les mêmes, plus ou moins comme moi, et comme que ce soit la modération, que ce soit, vous êtes dans cette vibe qui est agréable parce que vous comprenez les choses et en discuter ensemble, ça nous permet aussi de... Je viens de penser à Biquette. Certains vont comprendre, d'autres ne comprendront rien du tout. Euh, Comment? C'est spécial. Je sais qu'il a fallu longtemps pour que je trouve une osmose avec des modérateurs qui sont en osmose, mais pour moi, les modérateurs, ce n'est pas que des modérateurs. C'est aussi des personnes sur qui on peut s'appuyer, des personnes en qui on a confiance, des personnes à qui on donne les clés du stream et ça peut pas se faire les yeux fermés. Il faut avoir confiance en ces personnes-là et les remercier aussi, par exemple. On est que modérateur, mais personne ne m'a rien. Après, quand on tisse des liens, comme j'ai la chance d'avoir avec vous, c'est top. Que ce soit Caro, que ce soit Stella, que ce soit Angel, que ce soit Ryan, que ce soit Camille, qui, qui est là sans être là, mais qui est là quand même, euh, c'est top en fait. C'est vraiment top d'avoir des personnes avec qui on peut discuter. Et quand on se retrouve ensemble d'ailleurs, je vous invite à y venir quand je le fais, quand on discute
dans le Discord le mardi, par exemple. Hier, j'aurais pas su parce que Simia a commencé plutôt son live et je voulais pas le rater. Mais quand on fait ça le dimanche ou mardi et qu'on discute tous ensemble dans la salle de cinéma pendant que je joue et tout, ah bah, on l'a fait avec Caro et Bastien, on l'a fait avec Bastien il n'y a pas encore si longtemps que ça. Et en fait, c'est cool, quoi. Et on peut parler de tout, de rien, échanger, donner son avis. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'on va vers des choses qui sont intéressantes et qu'on évolue parce qu'on arrive à tous discuter. Comme banque verbale dans le salon cinéma. Je trouve notre amitié belle, Lily. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu penses, mais je respecte ta façon de penser et je t'aime comme tu es. Exactement pareil pour moi, Angel. Exactement pareil pour moi, Angel. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'ai connu grâce à papa et franchement, j'ai jamais regretté une seule fois. Il n'y a pas de problème, Lolo. Quand tu es là, tu es là. Quand tu ne sais pas être là, tu n'es pas là. Tu as une vie à côté, des enfants, un travail. Voilà. On ne peut pas être toujours d'accord sur tout. C'est impossible d'être d'accord sur tout. Voilà. Ce serait même chiant, comme dit Kao. Alors, on va passer à la gestion des émotions. Exactement. C'est exactement ça. Pour la gestion des émotions, je vais vous donner les clés parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des soucis au niveau de la gestion des émotions et ça me tenait à cœur de le faire et c'est pour ça que je vous avais mis qu'on faisait, ce serait une discussion parce que ce que je voulais faire, c'est que on échange avec Tony là-dessus, mais il est en famille et c'est très très bien. Il est avec son petit garçon et c'est parfait. Donc du coup, on va le faire ici ensemble. Alors, les clés à connaître pour mieux les gérer, donc ces émotions. Au chapitre des émotions, nous avons une bonne et une mauvaise. J'ai même pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Paf. On peut comprendre les émotions et leur fonctionnement. Il y a des définitions simples, il y a des listes des émotions principales et des traits communs aux émotions. Au chapitre émotions, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc on va commencer par la bonne. La bonne, ce sont les émotions. Les émotions, c'est la vie, c'est les ressentis. Donc, c'est que nous sommes bien en vie. Une vie sans émotion est une vie perdue. La mauvaise nouvelle, c'est que vous la connaissez, nos émotions sont parfois difficiles et encombrantes et nous préférions ne pas les vivre, tout simplement. Ceci dit, mieux vaut gérer ses émotions et faire appel à l'intelligence émotionnelle, une expression que l'on entend souvent depuis ces dernières années. Oui, et on peut même parfois changer de point de vue grâce à ça. Exactement. Alors, l'intelligence émotionnelle signifie avoir la capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser ses propres émotions et de savoir composer avec les émotions des autres. Autrement dit, c'est guider sa vie, décider de ce qui est bon pour soi et ajuster ses comportements en observant finement ses émotions, mais aussi celles des autres. Ah oui, mais moi, je suis même fêlée, moi, carrément, c'est plus qu'ouvert d'esprit. L'une des clés est aussi d'écouter et d'observer ses émotions personnelles. C'est une façon de les accepter, de les dépasser,
de les distancier, de les transcender et souvent de les vivre plus facilement. Oui, bien sûr qu'il faut les analyser. L'émotion, c'est un état de conscience qui est complexe et qui est momentané, qui survient souvent brusquement. Cet état est caractérisé par des sensations physiques de plaisir ou de déplaisir. L'émotion vient en réponse à des stimuli qui viennent autour de nous. C'est-à-dire que c'est une réaction par rapport à un événement, à quelque chose qui est survenu. Tu veux nous faire passer un message que nous sommes des huîtres ou des moules? Exactement, Angel, nous sommes les perles des huîtres. Alors, par rapport à une situation, quelles vont être d'abord les émotions principales? Il va y avoir la peur. Vous connaissez hein, la peur. Vous allez avoir la colère, la tristesse et la joie. Mais oui, bien évidemment, la joie est une émotion, au contrario de la tristesse, la peur et la colère. Certaines ajoutent deux autres émotions qui sont la surprise et le dégoût. Celles-ci sont toutefois contestées. Et en général, on parle que des quatre premières, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Moi, je trouve que le dégoût et la surprise, ce sont des émotions. Les points clés à connaître sur ces émotions, eh bien, il en existe quatre. Toutes les émotions ont une fonction et une utilité. Les émotions ne naissent pas par hasard. Elles surviennent pour nous donner une information, nous éclairer sur un danger ou une injustice. Et ces informations nous permettent de réagir et de nous repositionner, mais aussi de travailler sur nos blessures. Parce que si ça réveille en nous de l'injustice ou de l'abandon ou quoi que ce soit, c'est qu'on a des blessures à travailler et des blessures à guérir. Après ça, c'est un travail de toute une vie. Tout au long de sa vie, on va les travailler, ça. Toute notre vie, ce sera un perpétuel travail. Il y a l'évolution des émotions aussi. Exemple, colère, rage. Oui, mais ça reste dans la colère. Ça reste dans la colère. C'est une évolution de la colère, mais ça reste de la colère, la rage. Quand tu pètes un plomb, tu es en colère. Ça, c'est la première phase. Donc, tu commences à voir rouge. Et puis, ça continue. Là, ta colère, elle commence à... tu as le chaudron qui commence à chauffer. Mais le jour où le chaudron, il pète, ça, c'est la rage. Et là, c'est terminé. Là, c'est le summum de la colère. La rage, c'est le summum de la colère. Agacement, énervement, colère, rage. Exactement. La peur est une réaction au danger et à l'inconnu. Sa fonction utile est d'alerter et de nous mobiliser pour nous protéger. Elle répond à un besoin, celui de nous mettre d'abord à l'abri et de nous sentir en sécurité. Ça, au jour d'aujourd'hui, vous le savez très bien, on joue avec cette peur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On joue avec votre peur tout le temps et on vous teste à mort. On vous a testé avec les vaccins, on vous a testé avec les maladies, on vous a testé avec ceci, avec cela, avec chic, avec tchac. On vous teste tout le temps. Mais justement,
c'est ce que on a déjà atteint la rage, on n'a pas des difficultés à gérer, hein. Mais justement, est-ce qu'on a déjà atteint la rage, on n'a pas des difficultés à gérer? Oui, voilà, le but, c'est de gérer avant d'y arriver. Donc, dès que ça commence, il faut faire quelque chose pour ne pas en arriver au pétage de plomb. La colère permet à la personne de rétablir son intégrité et de s'affirmer. C'est ce que l'on dit et c'est ce que l'on pense. Sauf que parfois, on est obligé de se mettre en colère, hein. On ne peut pas tout le temps être avec deux tensions et dire ah oui, c'est magnifique, même quand on se prend une claque, on n'a pas envie de tendre la joue pour en recevoir une deuxième. Mais attention à l'évolution. Oui, mais toi, après, c'est parce que tu pars au quart de tour, Ryan. Euh, J'étais comme toi avant, hein. Je partais au quart de tour. Au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à travailler cette colère. Et il y a même des fois, je me dis, mais je ne suis plus la même. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à... Le déclic ne se fait pas. Oh, mais j'arrive pas. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé le moyen de t'apaiser, c'est ça. La tristesse est une réaction au manque. Elle a une fonction très utile, celle déjà du deuil, de laisser ce manque se dissoudre. La tristesse est également un moyen de s'exprimer, son besoin d'avoir du réconfort ou le désir de revenir à une situation antérieure. Je vais vous donner un exemple. Quand je pense aux années de mon adolescence, voyez, dans les années 80, pour moi, c'était les plus belles années. Personnellement, au niveau mondial, hein, je vous parle. Et pour moi, je regarde ça avec tristesse. Parce que quand je vois le monde au jour d'aujourd'hui, bah voilà, c'est un moment de nostalgie. Quand je perds un animal, je suis dans un deuil et du coup, bah, je dois gérer la tristesse. Donc voilà. La joie, c'est une réaction à la réussite et à l'état de contentement, excusez-moi. C'est super compliqué à gérer la colère. Après, il y a plein de façons de faire du sport, taper dans un truc de boxe, se défouler. Se défouler pour pas faire péter les plombs. Euh, Sa fonction utile est de partager donc avec autrui et d'exprimer un sentiment d'appartenance. La joie permet d'exprimer le bien-être et de se ressourcer. Le dégoût est une fonction très claire, c'est le rejet qui pourrait provoquer comme une intoxication. Avec le temps, le dégoût a pris un caractère social en rejetant des situations sociales toxiques ou immorales pour nous. Et c'est pour ça que je vous disais que pour moi, le dégoût fait partie des émotions. La surprise, ça c'est la fonction, c'est de vider notre mémoire du travail et l'ensemble de notre être de toute activité afin de faire face à l'événement qui survient. L'effet de surprise nous rend totalement disponibles à réagir à une situation, que ce soit physiquement ou psychiquement. Oui, c'est ça, exactement, Caro. Je suis d'accord avec ça. Quoi qu'il en soit, l'émotion ayant une fonction, l'idée n'est pas de la nier ni de la rejeter, mais de s'arrêter pour l'observer et de décrypter sa fonction. Bref, de découvrir quel est son rôle, à quoi elle nous sert et ce qu'elle nous dit. Parce que cette situation-là, elle est là pour vous faire réagir.
est-ce que tu es déjà passé dans la rage ou tu t'arrêtes à la colère? Non, je pense qu'il peut passer à la rage, vraiment, Ryan. Après, je vais laisser répondre à ta question, mais je pense que il a déjà vraiment pété les plombs. Oui, mais ça, c'est par rapport à l'autre personne. Mais toi-même, ce que tu ressens toi, ça aussi, parce que parfois tu peux dire ce que tu penses et malgré tout, au fond de toi, tu peux encore être blessé. Normalement, après une situation de rage, on est épuisé. On peut même avoir des grosses douleurs parce qu'on se contracte le corps tout complet. Et bien souvent, oui, comme le dit Caro, ça vient d'une blessure. Alors, il n'existe pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. Avoir peur, être en colère, être triste n'est pas négatif en soi. Cela a une fonction et une utilité que, euh, comme on vient de le voir là maintenant. En conséquence, il faut savoir que les émotions sont à respecter et à prendre en compte. Avoir peur avant un entretien, par exemple, eh bien, va vous inciter à mieux vous préparer parce que, dans le cas de figure, la, la colère n'est pas, la peur n'est pas négative. Ça, je te promets, Véro, c'est la vraie vérité. Quand tu es vraiment en colère et que tu passes au stade de la rage, après cette explosion de rage, en fait, tout ton corps, coucou choupi, tout ton corps, il se raidit. Tu ne t'en rends pas compte, toi, hein, mais ton corps, ton corps, il le sait, il le sent. Et après avoir vécu ça, tu as mal partout. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Et ça peut durer plusieurs jours. Exactement, je suis d'accord, Caro. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, choupi. Différentes émotions peuvent se succéder pour un même événement. Il est fréquent que plusieurs émotions s'enchaînent après une survenance de plusieurs émotions. Il peut s'agir d'une question d'intensité. Par exemple, dans la famille de la colère, on peut être furieux, puis on peut être irrité avant d'être légèrement agacé. Dans la famille de la peur, on peut être simplement inquiet, puis progressivement terrorisé au fur et à mesure qu'une échéance arrive, examen, entretien, etc. Donc, plus on s'en approche, eh bien, pire ça peut être. Aussi, aussi choupi. Ah, du coup, Véro, va falloir que tu travailles ça. Alors, il y a plusieurs étapes après un choc qui marque une rupture ou une disparition. Il y a le déni qui permet d'absorber le choc. Il a un rôle d'amortisseur face à la réalité qui est dure à accepter. La colère qui permet d'expulser son énergie négative et de rétablir son intégrité face à l'injustice et à la situation née du choc. La peur de la réaction à l'inconnu, la perte des repères qui sont sécurisants. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Qu'est-ce que je vais devenir? La tristesse, qui est la phase clé du processus de deuil, parfois elle peut être très longue et la tristesse souligne le manque de la personne ou de la situation disparue. Cette mélancolie s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité où l'on se pose en victime. Il y a la joie après qui vient parce qu'il y a
la résignation, l'acceptation, le rebond. Et celui-là nous libère d'une sensation agréable, du consentement qui appartient à la famille de la joie. Vous avez les émotions principales qui se déclinent de nombreuses variantes, comme la peur peut s'habiller de façon différente, on peut être angoissé, on peut être anxieux, on peut être craintif, on peut être effrayé, on peut être horrifié, inquiet, intimidé, paniqué, terrifié, etc. Pour la colère, on peut être agacé, comme le disait tout à l'heure Caro, contrarié, crispé, crispé, crispé. Je le répète, Véro. De mauvaise humeur, énervé, enragé, exaspéré, furieux, irrité, mécontent. Pour la tristesse, on peut être abattu, atterré, attristé, cafardeux, chagriné, déprimé, malheureux, maussade, nostalgique, peiné et sombre. Et pour la joie, on peut être amusé, charmé, de bonne humeur, émerveillé, enjoué, en extase, enthousiaste, euphorique, heureux, joyeux. On peut en rire même, être ravi. C'est le début d'une liste bien plaisante. Et la surprise, c'est les variantes de la surprise. On peut d'abord être abasourdi, on peut être ébahi, déboussolé, décontenancé, estomaqué, frappé, interloqué, sidéré, stupéfait. Quelles que soient ces émotions, eh bien, on doit les accepter et travailler dessus. Il n'y a pas, il n'y a pas de solution miracle. Le négatif, pas amplifier le négatif. J'ai pas vu le commentaire de David Plot. Oui, on peut avoir un cocktail d'émotions. Exactement. Ça, je suis d'accord. Je sais que c'est dur. Je sais bien que c'est dur. Je sais rien. Je sais. Et je comprends tout à fait. Et je comprends votre position. Et je sais que c'est compliqué. Je suis la première à vous dire que les émotions, c'est super compliqué. Pourquoi j'ai fait autant de soins avec Tony, à votre avis? Pourquoi j'ai fait le truc avec l'éveil spirituel, etc. Parce qu'il fallait mettre le doigt sur des problématiques qui me rendaient triste et qu'il fallait que je travaille pour me sentir mieux. C'est ça. Je suis en pleine guérison et en acceptation. Moi aussi, j'ai accepté Betty, sauf que je sais que ça peut me revenir en pleine tronche si je ne fais pas attention. Après, si tu as besoin de quelques petites choses sur la colère, j'ai fait un live sur la colère. J'en ai fait sur toutes les émotions, j'ai fait des lives. Tu peux les trouver sur la chaîne YouTube. Si tu veux, je peux bien regarder vite fait. Attends. Oh, il m'ennuie avec me mettre à jour. Vidéo. En plus, ça remonte il y a longtemps, la colère. Très, 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 très longtemps. Très longtemps. L'empathie. Et j'aurais des trucs à vous dire sur l'empathie. Attendez, hein, je cherche après. La colère. Voilà, j'ai fait ça il y a un an.
exactement. Enfin, la vidéo, je l'ai fait il y a un an. Je la mets ici et je la mets dans le Discord. Voilà. Je la mets dans le blabla, hein, si vous ne devrez pas chercher. Voilà. Si vous avez besoin, allez-vous. Oui, après, nous, on peut donner des clés, on peut aider, on peut écouter, comme je disais tout à l'heure, hein, on peut comprendre les choses, mais perso, on peut rien faire. C'est un travail personnel. C'est pour ça que je vous disais, quand j'ai fait les leçons avec Tony, Tony me donnait des leçons. J'avais des leçons. Pas de souci. Pas de souci, Choupi. Tu le sais. Je vous donne mon avis, je vous dis ce que j'en pense. Après, à vous de voir. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon avis, mais je vous le donne. Je vous le donne et après, c'est à vous à voir. C'est tout. Je n'ai pas non plus le summum de la connaissance de tout et je ne connais pas tout. Et heureusement, parce que je m'ennuierais si je savais tout, hein. En plus, tu sais que ça te pourrit la vie, mais tu n'arrives pas à changer, tu essayes, mais ça ne fonctionne pas. Alors tu commences, tu recommences, ça fonctionne toujours pas. Mais après, ça énerve encore plus. Oui, je sais. Je sais bien, Véro, je sais. On peut poser les clés sur la table, à vous de les prendre et d'aller ouvrir les portes. Vous-même, personne ne le fera pour vous. Et c'est normal parce qu'on a notre porte, nos propres portes, oui. Exactement. C'est pour ça que parfois, on vous donne nos propres exemples de nos vies. Bien souvent, Tony prend des périodes de sa vie comme exemple. Pareillement pour moi. Je prends des périodes de ma vie et je vous les explique. Parce que, justement, ce sont nos propres exemples et ce sont les propres portes que l'on a eu fermées devant nous et qu'on a dû ouvrir pour avancer. C'est ça. Complètement d'accord, Roger. Il y a un moment où ça reste bloqué, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ce qui est des angoisses et du stress, dites-vous que au plus vous allez le fuir et à chercher à l'éviter, au plus il viendra. Il y a la gestion, hein. Euh, il y a la gestion des angoisses. Ça dépend quelle angoisse. Pourquoi? En fait, il faut mettre le doigt sur l'angoisse. Pourquoi tu as l'angoisse? Pourquoi tu es stressé? Quand tu as mis le doigt dessus, à toi de plus te retrouver dans cette situation. Et c'est ça qui est plus compliqué. C'est ça, exactement. Salut, si je te dis Benoît et Lisa, ça t'inspire quelque chose? Alors oui, Benoît, ça m'inspire quelque chose. J'ai connu un Benoît qui venait sur ma chaîne, qui était dans le Nord, et il me semble que sa petite amie s'appelait Lisa. Maintenant, je la gère souvent, mon angoisse, mais il faut laisser, comme je dis, péter la crise. Oui, vous la gérez. Ça, c'est encore autre chose, David. Tout ce qui est lié, on ne parle pas de maladies comme la bipolarité, etc. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est des maladies, ça. Ça, c'est des maladies et ça, il faut aller voir des personnes qui sont capables de vous aider là-dessus. Ah, mais oui, il faut les affronter, mais il faut encore pouvoir être prêt à le faire.
tout le monde n'est pas prêt à le faire.